Alors bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de développer un nouveau sujet et d'interviewer Élise Huchard qui va se présenter dans 2 minutes, mais sur le Bonjour. thème de l'infidélité parce que c'est un thème que j'ai traité il y a pas très longtemps, mais côté relations humaines et angle psychologique. Et là, l'avantage d'Élise c'est qu'elle travaille sur les animaux et de manière scientifique. Donc, mais avant tout, permet de vous présenter 2 minutes pour dire un peu ce que vous faites et comment se fait-il que, de par votre parcours, vous êtes intéressé à ce sujet-là, sur l'infidélité animale. Oui, alors bonjour, moi je suis directrice de recherche au CNRS, je travaille en écologie comportementale, donc sur le comportement des animaux avec vraiment une approche de biologie évolutive en fait, donc en essayant de comprendre pourquoi un comportement va augmenter la capacité d'un individu à survivre ou à laisser des descendants. Pardon. Et je suis particulièrement spécialiste des primates. Voilà, je travaille particulièrement avec une population de babouins en Namibie, en Afrique australe, que j'étudie depuis une vingtaine d'années et sur laquelle j'ai posé un certain nombre de questions, que j'utilise comme modèle pour essayer de comprendre un certain nombre de questions fondamentales, et notamment en lien avec tout ce qui a trait aux stratégies reproductives, aux conflits autour de la reproduction chez les animaux, particulièrement chez les mammifères, voilà, aux conflits entre les mâles et les femelles, ou aux relations sexuelles et sociales entre les mâles et les femelles. Voilà. Et oui, et je trouvais ça intéressant d'interviewer Élise parce que on ne va pas faire de rapprochement avec Homo sapiens ici, parce qu'on ne va pas extrapoler, mais c'est quand même intéressant que vous ayez des informations, en tout cas moi je trouve ça super riche d'avoir des informations sur le monde animal, comment fonctionnent les mammifères, les oiseaux, les primates, enfin, qui sont des mammifères, sur le thème de l'infidélité. Alors qu'en est-il? Parce que voilà, c'est au niveau de notre culture, c'est quand même sympa d'avoir des informations sur comment se comportent nos proches en fait, dans le monde animalier. Alors sur le thème de l'infidélité, par contre, comment c'est Lise? Alors, donc, qui dit infidélité en général dit souvent, on pense souvent à des relations monogames, des relations de couple, Oui. dont on dérogerait pour aller voir ailleurs. Donc, les relations de couple, il y a un certain nombre d'espèces animales qui vivent en couple et qui sont plus ou moins sexuellement monogames, c'est-à-dire dont les relations sexuelles sont plus ou moins cantonnées au couple. La vie en couple, c'est extrêmement fréquent chez les oiseaux. C'est 90% des oiseaux qui vivent en couple. Et c'est beaucoup moins fréquent chez les mammifères. C'est plutôt 10% des mammifères. Donc voilà, c'est vraiment pas la même échelle dans ces deux grandes catégories taxonomiques. Chez les oiseaux, l'infidélité, ça a été une grande découverte en fait de l'écologie comportementale, des gens qui s'intéressaient aux oiseaux dans les 20-30 dernières années. C'est-à-dire qu'au moment où en écologie, où les techniques génétiques nous ont permis de reconstruire les paternités en fait, Ouais. des Ah bah ouais. petits. On a commencé à appliquer ça, donc ça a été appliqué chez les humains, parfois dans un contexte biomédical ou toutes sortes de contextes, mais ça a été appliqué par les chercheurs qui voulaient en savoir plus sur la vie des animaux, et ça notamment aux oiseaux monogames, parce qu'une question c'était est-ce qu'ils vivent en couple et est-ce que leur sexualité est monogame aussi, ou en fait est-ce que c'est pas le cas? Et quand on a commencé à faire la paternité des oisillons, on s'est rendu compte que c'était très très fréquent chez les oiseaux, effectivement, que les oisillons ne soient pas du pair social, et que donc l'infidélité chez les oiseaux était quelque chose de très fréquent. Et donc ensuite, évidemment, on s'est posé, ensuite ou en parallèle, on s'est posé aussi cette question-là pour les mammifères. Alors évidemment, chez les oiseaux, je dis ça comme ça, je fais une généralité. Inutile de dire qu'à chaque fois qu'on fait une généralité, c'est un raccourci qui est... Voilà, il y a des tas d'exceptions. Donc il y a des espèces qui sont plus ou moins monogames sexuellement chez les oiseaux. Il y a des espèces chez lesquelles l'infidélité est extrêmement importante. C'est la majorité des couples. Il y a des espèces où c'est quand même beaucoup moins important que ça. Et là, je ne rentre pas dans le détail parce que je ne suis pas une spécialiste des oiseaux. Donc là, il faudrait retrouver vraiment un collègue ornithologue. Là, on a un petit peu parlé des oiseaux. Donc je disais, c'est très fréquent chez les oiseaux, avec des différences entre espèces, entre couples, etc. Je ne rentre pas trop dans le détail de ces différences-là parce que je ne suis pas une spécialiste des oiseaux. Et par contre, quand on a été voir ce qui se passait de la même façon chez les mammifères et qu'on a utilisé ces études de paternité pour reconstruire un peu
les relations familiales chez les mammifères, on s'est rendu compte que c'était beaucoup moins fréquent chez les mammifères, l'infidélité, et que dans l'ensemble, si on doit faire une généralité, les mammifères étaient plus fidèles que les oiseaux. Voilà. Mais pourquoi, première question qui vient, c'est... les mammifères monogames, pardon. Oui, pourquoi les oiseaux sont-ils si infidèles? Alors ça, c'est une question que vous avez dû, au vu des statistiques, vous avez dit, c'est curieux. Qu'est-ce qui se passe qu'ils soient si infidèles? Et je ne sais pas, d'ailleurs, c'est pas un truc que vous êtes posé comme question? Si, c'est une grosse question, c'est une question compliquée. Et donc, il y a je ne pense pas que ce soit une question qui est complètement résolue, hein, pour commencer. Donc, oui. Mais voilà, les pistes, ce qu'on pense qui peut se passer, pour expliquer ce contraste entre les mammifères et les oiseaux, c'est qu'a priori, il semblerait que la monogamie sociale, donc la vie en couple, chez les oiseaux, elle été sélectionnée surtout du fait du besoin de soins biparentaux, donc du fait du besoin, notamment pour les mères oiseaux, d'avoir un partenaire social avec qui l'aide à élever ses petits. Notamment, il y a toute la période, il y a la couvée, mais après, au terme de la couvaison, il y a toute la période où il faut nourrir les petits, qui est extrêmement intense en général d'un point de vue énergétique pour les couples d'oiseaux. Et où il y a pour bon nombre d'espèces, en fait, quand il y a la perte d'un des partenaires du couple, ça signifie souvent la mort des oisillons. Il semblerait que chez les mammifères, ce soit l'évolution de la monogamie. Elle est répondue à des besoins un peu différents. On note d'ailleurs que la monogamie sociale concerne 90% des oiseaux, mais seulement 10% des mammifères. Donc on se rend compte que chez les mammifères, les femelles elles sont tout à fait capables de se passer des mâles pour élever leurs petits. Et ça se comprend bien parce que chez les mammifères, il y a la gestation, il y a la lactation, qui font que la mère a vraiment un rôle d'un point de vue énergétique et élevage des petits qui est prééminent. Et chez la plupart des espèces de mammifères, elle est très seule pour élever ses petits, elle est capable de le faire seule et elle y arrive seule. Et ce qui fait que c'était peut-être ce besoin de soins biparentaux était une moindre pression. Et donc on pense chez les mammifères que la monogamie elle a plutôt évolué, ça a plutôt évolué à l'origine comme une stratégie reproductive de la part des mâles, c'est-à-dire dans ces espèces où les femelles sont intolérantes de la proximité d'autres femelles, et par exemple parce qu'elles défendent un territoire dont elles ont besoin pour nourrir les petits, c'est le cas typiquement d'un certain nombre d'espèces de carnivores. Alors un mâle il peut pas monopoliser sexuellement plusieurs femelles à la fois. Et dans certains cas, il peut choisir soit d'aller de rester seul en fait et de vivre, d'aller s'accoupler une fois avec une femelle, une fois avec une autre femelle, mais il peut choisir aussi de jeter son dévolu sur une femelle et de défendre l'accès sexuel de cette femelle-là, l'accès sexuel exclusif de cette femelle-là, de façon à être sûr que pour au moins cette femelle, il sera le père des petits. Et donc, ce serait en fait une stratégie un peu de ce qu'on appelle mate guarding en anglais, mais de défense sexuelle des femelles, l'évolution de la monogamie chez les mammifères. Et on connaît plein de mammifères chez qui, effectivement, il y a des relations monogames à la fois sociales et sexuelles, mais qui ne sont pas du tout associées à du soin paternel pour les petits. Voilà. Ah oui. Et quelles sont les espèces qui sont plus monogames que d'autres, d'ailleurs? Parce que là, vous n'avez pas cité, mais... Chez les mammifères? Oui. C'est difficile. Est-ce que j'ai des exemples précis, quantifiés là en tête tout de suite? Non, je pense que j'aurais du mal à vous répondre parce que voilà, c'est pas forcément très très élevé l'infidélité chez les mammifères, mais là il faudrait que je cherche un exemple précis et j'en ai pas forcément en tête tout de suite. Je sais qu'il y a un peu d'infidélité, je crois, chez les marmottes, mais ouais, voilà, pas de... Et donc là, ça serait plus, parce qu'on dit souvent que du côté de la théorie évolutionniste, on regarde plutôt en quoi c'était des raisons pour l'espèce que l'espèce puisse survivre. Enfin, la théorie de l'évolution et de la sélection naturelle, elle s'applique toujours aux individus. Donc, c'est toujours des stratégies individuelles que ça concerne. Donc là, c'est des raisons pour un individu de survivre ou de se reproduire mieux, mais c'est pas au niveau de l'espèce que ça se c'est plus au niveau de l'individu, pas au niveau de l'espèce. Et là, on était plutôt en train de voir du côté de... Oui, mais là, si, c'était du côté plutôt des individus plutôt que de l'espèce, non? On était en train de parler plutôt de ça. Chez les oiseaux, c'est des mères les mères qui se sont associées à un moment, qui ont réussi à s'associer à un moment à un mâle qui a fourni quelques soins pour commencer,
ont eu plus de succès à élever leurs petits et du coup ont laissé plus, Oui, voilà. ont plus transmis leurs gènes et petit à petit, cette stratégie-là, voilà, elle s'est renforcée, etc. au cours de l'évolution. Ça, c'est pour les oiseaux. Et pour les mammifères, c'est ces mâles qui ont choisi de rester à proximité d'une femelle et de défendre son accès sexuel. Probablement, ça a été une stratégie gagnante à un moment pour certains de ces mâles qui se seraient mieux reproduits. Oui, oui, c'est ce qu'on peut imaginer en vous entendant donner ces exemples, c'est qu'effectivement, ça pouvait être beaucoup plus gagnant et utile de fonctionner comme ça que l'inverse. Et d'où l'explication de la monogamie, c'est ça, d'une principale monogamie chez les mammifères. Et les oiseaux, du coup, c'est quoi? C'est parce qu'ils ont moins besoin de temps, les petits sont moins... enfin, les oisillons sont autonomes plus facilement, plus rapidement, c'est ça? C'est pour ça qu'il y aurait plus d'infidélité chez les oiseaux? Est-ce que c'est ça? Ah, pourquoi il y a plus d'infidélité chez les oiseaux? Ah, parce que a priori, non, pour une raison qui semble assez simple. Effectivement, j'ai peut-être pas été au bout de l'explication, mais chez les oiseaux, en fait, la monogamie, elle répond surtout à un besoin social, un besoin d'être ensemble pour élever les petits, d'avoir un partenaire social pour élever les petits. Ce partenaire social, dès lors que, enfin, c'est pas forcément associé systématiquement à une stratégie de garde sexuelle, de défense sexuelle exclusive, en fait. En gros, chez les oiseaux, dans ce qu'on observe dans un certain nombre de cas, c'est que les mâles, ils s'y retrouvent parce que, certes, ils vont être les pairs sociaux d'une nichée sur laquelle ils vont beaucoup s'investir et dont certains oisillons ne seront pas les leurs, mais en parallèle, ils vont aller s'accoupler avec la femelle du voisin d'à côté. Et donc, le voisin d'à côté élèvera aussi certains de leurs propres oisillons sans qu'eux se fatiguent à le faire, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, Ils sont pas, en fait, personne n'est gagnant, personne n'est perdant. C'est juste qu'on décorrèle un petit peu, enfin, on s'occupe... l'aspect paternité sociale, on s'occupe d'une nichée dont tous les petits ne seront pas forcément les siens, mais en parallèle, on a aussi d'autres petits à soi dans une nichée dont on ne s'occupe pas. Donc ça arrange tout le monde quelque part. Ça arrange tout le monde, ou en tout cas, ça ne dérange pas forcément cette décorrélation entre la monogamie sexuelle et la monogamie sociale. Chez les mammifères, ce que j'expliquais, c'est que c'est a priori, c'est une stratégie reproductive de la part des mâles de garde, défense, d'exclusivité sexuelle sur une femelle. Donc là, ça veut dire que le mâle, il est là, il est présent et il fait ça de façon à ce que la femelle ne s'accouple pas avec d'autres mâles. Il défend son territoire, quoi, avec sa femelle. Oui, ça c'est très fréquent chez les mammifères. C'est une stratégie qui est très très fréquente. Il y a aussi beaucoup de polygynie chez les mammifères, beaucoup plus que de monogamie d'ailleurs, où un mâle va défendre l'accès à plusieurs femelles, à un groupe de femelles et monopoliser un groupe de femelles. Donc, du coup, dans ce contexte-là, on comprend que ça peut être plus difficile pour la femelle d'être infidèle. Oui, c'est ça. Et pourquoi est-ce que c'est le mâle, de nouveau, on peut toujours la question qui se pose, et pourquoi le mâle pourquoi lui? Parce que pourquoi c'est lui qui a le pouvoir là-dedans? Ah, pourquoi c'est lui qui défend la... Ben oui, pourquoi c'est lui? Et pourquoi c'est pas l'inverse, en fait? C'est oui. la question de alors, base, la question de la... naïve. Ouais, c'est en biologie évolutive, il y a les stratégies reproductives des deux sexes peuvent être assez différentes et c'est particulièrement le cas chez les mammifères parce que de façon générale, donc n'importe quel individu, un postulat, c'est qu'il va chercher à se reproduire le plus possible. Pour les femelles et particulièrement pour les femelles assez fréquemment, souvent que par exemple un ovocyte par mois pour ce qui est des femelles, nombre de femelles primates ou un nombre limité d'ovocytes, de gamètes riches en énergie. Souvent, multiplier les partenaires sexuels, ça ne va pas permettre d'augmenter le succès reproducteur. C'est-à-dire que pour une femelle primate, c'est le cas aussi pour une femme, si au cours d'un mois, on va s'accoupler avec 15 partenaires, ça ne permettra pas d'avoir plus d'enfants à la fin. C'est vrai aussi, cette découverte initialement elle a été faite sur les drosophiles, c'est pour dire la généralité de ça, c'est le cas chez beaucoup d'espèces, alors que pour les mâles qui font des spermatozoïdes, qui sont des petits gamètes très nombreux, très mobiles, multiplier les partenaires sexuels, oui ça peut permettre de multiplier les descendants. Donc souvent en fait ce qui limite le succès reproducteur des mâles, souvent c'est l'accès aux femelles, et c'est le fait d'accéder à un maximum de partenaires.
ce qui limite le succès reproducteur des femelles, souvent c'est plutôt l'accès à l'énergie et aux ressources nécessaires pour élever, pour élever et amener les petits, faire survivre. Et puis qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe avec elle, quoi. Ouais, alors pour quelqu'un qui soit pas, ça pas forcément. Enfin ça dépend des espèces. Ça, très fréquemment chez les mammifères, elles se débrouillent toutes seules, mais elles ont besoin pour ça d'énergie, au minimum, d'avoir un accès aux ressources. Donc souvent, la compétition pour l'accès aux partenaires sexuels va souvent être plus importante entre les mâles qu'entre les femelles, parce que les femelles, quand elles entrent en compétition entre elles, souvent c'est pas pour l'accès aux partenaires sexuels, ça va plutôt être pour l'accès à un territoire, pour l'accès à des ressources énergétiques. Voilà. Alors les ressources énergétiques, concrètement, c'est quoi ? Ça dépend des espèces. Quand on est une femelle tigre, c'est des proies. Quand on est une femelle chimpanzé, c'est des fruits. Voilà, c'est très variable. Quand on est une femelle antilope, ça va être l'accès à des prairies avec encore de l'herbe. Voilà. D'accord. Oui, donc c'est vraiment pour s'alimenter, pour défendre sa progéniture, quoi, pour que ça se passe bien, en fait. Ouais, souvent, dans un premier temps, pour s'alimenter, pour permettre de mener une gestation à bien et une lactation à bien, une lactation qui est le pic, le stade reproductif qui est le plus demandeur en énergie. Et dans un second temps, pour trouver des aliments pour les petits, passer la lactation au moment du sevrage, etc., quand les soins maternels durent longtemps. Donc de ce que j'entends là, en résumé, c'est quand même plus du côté des mâles de se mettre en compétition pour les femelles que l'inverse. C'est pas les femelles, voilà, elles n'ont pas tellement intérêt à le faire, à se mettre en compétition entre elles. Elles peuvent le faire occasionnellement dans des contextes un peu spéciaux, mais la plupart du temps, effectivement, la compétition pour l'accès aux partenaires sexuels est plus importante, plus intense entre les mâles qu'entre les femelles, et c'est probablement une des raisons pourquoi c'est les mâles qui gardent les femelles. Donc les mâles, ils ont le choix. Il y a aussi plusieurs stratégies pour les mâles pour essayer de multiplier les descendants. Dans certaines espèces, ils vont essayer de s'accoupler avec le plus de femelles possible. Et dans d'autres, mais parfois, dans les espèces où chaque femelle s'accouple aussi avec beaucoup de mâles, parce qu'il y en a, comme je l'ai dit, la monogamie sexuelle, c'est une stratégie très minoritaire chez les mammifères. Il y a plein d'autres espèces où ça se passe différemment. Donc il y a des espèces où les femelles elles vont s'accoupler avec de nombreux mâles au cours d'un cycle. Et dans ces espèces-là, les mâles, ils arrivent à s'accoupler avec plein de partenaires, mais par contre, au bout du compte, c'est à chaque fois qu'ils s'accouplent avec un partenaire, c'est un peu comme acheter un ticket de loterie. Par contre, au bout du compte, ils n'ont pas du tout de contrôle sur est-ce qu'ils auront beaucoup de descendants ou pas, parce que c'est des espèces où il y a une forte compétition spermatique. La compétition, en fait, au lieu de se passer avant l'accouplement entre individus, elle se passe après l'accouplement dans les voies génitales de la femelle entre spermatozoïdes, en fait. Et du coup, les individus n'ont pas de contrôle là-dessus. Donc, à un moment, les mâles, parfois, ils ont à choisir entre jouer la compétition spermatique, donc jouer un peu ces tickets de loterie, ou au contraire, aller défendre une femelle, l'accès exclusif à une femelle. Donc peut-être qu'on pourra avoir moins de partenaires sexuels, mais au moins on est sûr que ceux-là, ils porteront sa descendance. Enfin, que celle-là. D'ailleurs, justement, est-ce que c'est comme si on entend en parenthèse, là, comme ça, c'est important de laisser des traces, c'est important de savoir qu'on va te donner une descendance, comme si on a besoin de contrôler, j'entends, comme s'il y avait une envie de vérifier qu'il y aura le contrôle sur une descendance, ou que l'objectif c'est d'avoir de la descendance ou de laisser des traces. C'est quoi le truc ? Une précision importante là, avant de répondre à cette question, c'est qu'on n'est pas forcément sur des stratégies conscientes quand on parle de stratégie. Ça peut être des stratégies qui ne sont pas forcément intentionnelles ou réfléchies, oui, etc. Et qui peuvent être exactement, qui peuvent être pulsionnelles. Et en fait, les animaux, parfois, ils vont répondre. On a beaucoup parlé d'instinct. Maintenant, c'est une notion qui est un peu démodée. Il semblerait qu'ils répondent beaucoup à des affects, à des états émotionnels, comme ça peut être le cas chez nous. Et donc, souvent, ça va se passer à travers des émotions, comme par exemple ressentir de la colère quand on voit sa femelle s'accoupler avec quelqu'un d'autre, comme par exemple, moi j'ai travaillé sur la jalousie, en fait, dans le contexte de ces, ça pourrait être intéressant de ces relations. Et donc, en gros, quand un individu se comporte d'une façon ou d'une autre, ça peut être sous le coup de ce type d'émotion. Et ça donne, ça peut être que justement dans certaines espèces,
les mâles, ils ressentent aucune jalousie ou quoi que ce soit quand ils voient une femelle s'accoupler avec un autre mâle, parce que finalement, c'est une espèce où les femelles ont l'habitude de s'accoupler avec plein de mâles et que ça pose de problème à personne, que c'est souvent des espèces où les mâles, ça se voit d'un point de vue morphologique, ils ont des gros testicules parce qu'ils sont bien armés pour la compétition spermatique, versus des espèces où les mâles, ils ont plutôt cette tendance à s'accaparer des femelles. Donc ça, et à les défendre l'accès sexuel à des femelles. Donc ça, c'est vraiment typiquement le cas de l'espèce que j'étudie, moi, là, les babouins chacma, où un mâle va défendre l'accès à certaines femelles. Et là, effectivement, quand on les observe se comporter entre eux, il y a vraiment des relations, des réactions, etc., qui ressemblent fortement à de la jalousie. Même si pour l'instant, je pense que c'est pas démontré que c'en est. Il reste du travail à faire là-dessus. On est encore, surtout sur les émotions, on est encore vraiment au balbutiement de la recherche en écologie comportementale. Mais ça peut être ça, en fait, qui sous-tend différentes stratégies des mâles. Ah oui, bah ça c'est intéressant de voir que c'est pas que instinctuel ou pour laisser une trace, pour avoir un maximum de descendance, mais aussi puisqu'ils peuvent être aussi dans ce qu'on appelle des sentiments ou des affects, quoi. Et que ça peut aussi... je pense que c'est beaucoup le cas, en tout cas, ce genre d'état affectif, à un instant T, si un mâle s'attaque à un autre mâle parce qu'il l'a vu approcher de sa femelle, ce qu'il ressent à ce moment-là, c'est de la jalousie, de la colère. Je suppose. Ça, je veux dire, là, je ne suis pas en mesure c'est pas démontré, mais voilà. Et pareil sur le côté des femelles ou pas? Alors, je ne vois pas pourquoi ce serait différent. Donc, vous voulez dire sur l'aspect affect, etc. Oui, l'aspect affect. Est-ce que les femelles ont du mal à partager le mâle qui est... là, chez les babouins, là, qui défendent qui ont jeté leur dévolu sur cette femelle-là et puis qui leur proposent de défendre leur territoire, etc. Alors ça, c'est vraiment une question qui me fait plaisir parce qu'on a vraiment un article là qui répond, je pense, assez bien à cette question. Enfin, on s'est vraiment posé exactement cette question-là. Parce qu'on sait beaucoup, enfin moi, là j'ai parlé des mâles, mais dans ma recherche, je me suis beaucoup intéressée aux femelles en fait. Parce qu'il y avait cette critique, souvent que dans le contexte des relations sexuelles, de la sélection sexuelle, c'est le domaine en question en biologie évolutive, là, on s'est beaucoup intéressé aux stratégies des mâles, avec toujours cette idée du mâle alpha, de ceci, de cela, et pas assez aux stratégies des femelles. Donc voilà, moi j'ai contribué à beaucoup m'intéresser aux femelles, un peu dans une tentative de ma modeste contribution à redresser un peu ce biais, aussi parce que je trouvais ça très intéressant. Et donc justement, c'est chez les babouins, chaque mâle que j'étudie, les mâles, il va se former en fait autour des mâles des sortes de petits... le mot harem n'est pas forcément très plaisant, mais chaque mâle, quand ils sont en haut de la hiérarchie sociale, donc plutôt dominants, vont avoir plusieurs femelles qui sont en général associées à eux. C'est des femelles avec lesquelles ils se sont accouplés en général, qu'ils ont gardées au moment où elles étaient fertiles, qui souvent donc ensuite vont être enceintes d'eux ou vont avoir un petit avec eux. Et donc, il a cette petite unité au sein d'un plus grand groupe de quelques femelles qui sont soit enceintes, soit allaitantes, mais qui ont un petit de leur part. Et puis, c'est une espèce où les mâles fournissent un peu des soins aux petits. Ils s'investissent un petit peu. C'est beaucoup moins important que ce que fait la mère. Mais typiquement, par exemple, s'il y a un autre mâle qui s'attaque à son petit, il va le défendre. Et il va pouvoir le défendre même en se mettant tout à fait en danger, en se battant à mort pour défendre son petit. Et dans ce contexte-là, en fait, on a étudié les relations entre femelles qui sont associées à un même mâle. Et notamment leur relation par rapport aux femelles qui étaient fertiles, avec lesquelles le mâle cherchait à s'accoupler. Et on s'est rendu compte qu'elles étaient très agressives avec ces femelles fertiles avec lesquelles le mâle cherchait à s'accoupler. Parfois, ces femelles fertiles, elles n'y peuvent rien, en fait, que le mâle cherchait à s'accoupler avec elles. Ce n'est pas forcément elles qui sont venues le chercher. Et pourtant, il y a toujours ce cortège. Donc, il y a la femelle fertile qui est suivie par le mâle, qui lui est suivi par ses femelles associées. Ces femelles, dans la littérature, ça s'appelle ces femelles amies, ces amies femelles. Et ces amies en question, elles vont s'attaquer de façon répétée, etc., à la femelle fertile avec qui il essaie de s'accoupler. Et c'est de harcèlement, parce que c'est vraiment des attaques répétées, etc. Ah oui. Ce harcèlement, il se traduit par
un retard à concevoir. En fait, plus la femelle fertile en question reçoit de l'agression des femelles amies du mâle, et plus elle tarde à concevoir. Donc on peut imaginer que ça cause un stress important qui, lui, va être responsable de ce retard à la conception. Et on a pu montrer aussi que plus l'activité sexuelle est intense entre le mâle et la femelle fertile, et plus l'agression est intense aussi. Donc c'est quand même de façon générale un cortège de résultats qui suggère que oui, c'est aussi, ça ressemble aussi à de la jalousie. Ça, ouais. Voilà, ça, tous les ans. Et donc, a priori, la raison de ça, c'est que, ce faisant, en étant agressive et en harcelant cette femelle, elle décale d'autant la conception d'un petit frère paternel à leur propre enfant, en fait. Permettant d'assurer plus de soins paternels, de concentrer plus de soins paternels sur leur propre enfant. Si on garde si on garde le mâle pour soi, on a plus de chances d'avoir plus de protection et de soins, etc. Voilà. Que si on le partage, quoi. C'est un peu ça l'idée. Exactement. Donc on pense que là, c'est un cas où, comme il y a de l'investissement paternel, ça devient un enjeu pour les femelles, et elles vont pouvoir aussi se livrer compétition. Donc là, dans ce cas-là, elles se livrent une compétition, justement, pas forcément, parce qu'on a parlé, on a dit les femelles, c'est plutôt de la compétition pour des ressources énergétiques. Là, mais c'est un exemple qui montre qu'il n'y a pas que ça. La compétition reproductive entre femelles, ça peut être, il peut y avoir différents enjeux. Et là, c'est un enjeu social, c'est l'enjeu des soins paternels. Bah oui. Surtout que c'est des espèces où le petit n'est pas mature tout de suite, quoi. C'est pas comme un oiseau, c'est un développement très long. C'est un développement long, donc elles ont peut-être plus besoin de protection et de soins et d'engagement de la part du mâle, en fait. Oui, il y a des périodes du développement où le mâle joue un rôle clé, et particulièrement au moment du sevrage, en fait, c'est souvent un moment où la femelle, elle redevient fertile, et elle va souvent aller s'accoupler avec un autre mâle, par contre, et c'est un moment où le petit, lui, est particulièrement vulnérable. Chez la plupart des mammifères, c'est comme ça, c'est le moment où il doit subvenir seul à ses besoins. Et dans ces moments-là, nos petits babouins, ils passent énormément de temps auprès de leur père, et souvent ils se nourrissent aux côtés de leur père. Parce que c'est la mère qui repart chercher oui, la mère, elle va, géniteur. au moment du sevrage, elle va redevenir fertile. En fait, pendant longtemps, il y a cette anestrus de lactation. Puis quand elle arrive au moment du sevrage, elle va recommencer à être fertilisée. Puis les femelles, elles ne choisissent pas beaucoup leur partenaire sexuel dans cette espèce, donc elle va pouvoir être accaparée par un autre mâle. Et le petit, lui, à ce moment-là, va souvent passer beaucoup de temps près de son père, son père biologique, et souvent social, parce que souvent chez cette espèce de babouin, ça coïncide. Et donc au moment du sevrage, on voit vraiment beaucoup, on voit ces gros mâles suivis par une ribambelle de petits qui vont se nourrir à leur côté, de ce faisant réussir à accéder aux meilleurs arbres, par exemple, aux meilleures ressources, parce que les mâles ont un rang élevé dans cette société. Voilà. C'est marrant parce que, on fait un parallèle un peu anecdotique, mais dans les cours de psychopatho, moi j'avais entendu qu'au moment de l'adolescence, il faut que la mère, chez les humains, elle arrête de prendre soin. Il faut que c'est le rôle du père maintenant d'aller être beaucoup plus présent vis-à-vis des adolescents, et la mère, il faut qu'elle arrête, en fait. Et en même temps, ici, il y a une fonction pour laquelle, effectivement, on vient d'entendre que le père, le mâle, est plus présent vis-à-vis de ses enfants. Et la mère, par contre, elle, à ce moment-là, elle redevient fertile, et elle s'intéresse à d'autres mâles, du coup, au lieu de elle pourrait s'intéresser à ce même mâle, mais non. Ça peut, occasionnellement, ça arrive, notamment si par exemple c'est toujours le mâle alpha, qu'elle ait deux petits consécutifs avec lui, mais la plupart du temps, ça va être d'autres mâles, parce que la hiérarchie entre mâles, par exemple, a tourné au sein du groupe. Donc pour plein de raisons. Les mâles, ils ne durent pas forcément des années et des années. Alors ça sera un sujet qui est le pouvoir des mâles, le pouvoir des mâles au sein d'une même lignée. Alors après, les mères, elles conservent des liens très importants avec leurs petits jusqu'à ce que les petits, pour les mâles, aient quitté le groupe, parce que dans cette espèce-là, c'est les mâles qui quittent le groupe en général, mais quand ils sont déjà plus qu'adolescents, souvent déjà presque adultes, voire complètement adultes. Et les femelles, elles restent toute leur vie dans les groupes, et les mères, elles entretiennent des relations toute leur vie avec leurs filles. C'est comme chez nous. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de choses qui sont comme chez nous, en fait. C'est vraiment... c'est passionnant. Donc elles lâchent pas vraiment leurs petits à ce moment-là, mais c'est un moment où ils passent un peu moins de temps avec, où il y a une transition, où ils passent, c'est ça, moins de temps avec leur mère et plus de temps avec leur père. Ça correspond ensuite à l'arrivée d'un petit frère aussi, ou d'une petite sœur.
c'est aussi cette période-là qui les encourage du coup à probablement passer plus de temps auprès de leur père peut-être. Ah ouais. En tout cas, où ils reçoivent un petit peu moins d'attention de la part de la mère. Oui, puis ça leur permet de se débrouiller aussi un peu en mode autonomie et d'apprendre autre chose avec le père qu'avec la mère qui couvre en fait, qui est peut-être trop... Qui, une fois qu'elle a un petit frère ou une petite sœur, peut être un peu moins disponible. Disponible aussi. Après, en plus, du côté du père, ils ont souvent des petits frères et sœurs du même âge qu'eux, en fait, avec lesquels ils jouent beaucoup. Enfin, les petits demi-frères paternels ou demi-sœurs paternelles qui sont des partenaires de jeu importants. Donc, être associé au père, ça veut dire aussi faire partie d'une sorte de petite crèche qui est stimulante pour eux. Ce qu'on dit souvent, on le dit même chez les humains, que c'est quand même d'être élevé en tribu, ça a aussi ses avantages. Enfin, ça avait ses avantages, puisqu'on on est loin de ça, mais c'est vrai que bon, il y a le côté... il y a aussi ces avantages de jouer, d'être stimulé, d'apprendre des choses, d'avoir différents modèles aussi, d'éducation, etc. Bon, c'est super intéressant. On fera une prochaine interview sur les rapports de pouvoir. Ça peut être intéressant entre les mâles et les femelles, et puis sur les lignées hiérarchiques comme ça. Parce que là, on a évoqué le mâle alpha. Enfin, bon, c'est vrai que c'est un sujet, race alpha. On en parle souvent, cette histoire de mâle alpha. Oui, c'est une question fréquente des journalistes. Est-ce que le mâle alpha, ça existe vraiment ? Voilà. Et je pense que ça vaut le coup d'y consacrer peut-être effectivement un peu plus de temps. Oui, ça existe clairement dans certaines sociétés, mais il n'y a pas que ça qui existe. Il y a plein d'autres choses aussi. Il y a plein d'autres choses. Et il y a aussi peut-être des femelles. Est-ce qu'il y a des femelles alpha d'ailleurs ? Mais pas dans cette espèce-là. L'espèce dont je parlais, non. Mais ça, effectivement, il faudrait y passer un peu plus de temps. Mais il y a des espèces chez lesquelles il y a des femelles alpha, tout à fait. Voilà. Ok, merci beaucoup Élise pour toutes ces informations très riches. On mettra peut-être des liens de certains articles, s'il y a des articles qui peuvent être intéressants pour vous. On va mettre le lien des femelles jalouses. Voilà, des femelles jalouses, oui, parce que je pense que la partie des affects, on peut faire des rapprochements. Après, nous, on n'a ici pas fait vraiment d'extrapolation. Je pense que ce ne serait pas très pertinent d'extrapoler, mais c'est à vous déjà de voir, est-ce qu'il y a des rapprochements que vous pouvez faire ou pas. Et en tout cas, de mieux connaître un peu les fonctionnements de ces mammifères, mais même les oiseaux, parce que bon, on est quand même proche des animaux, quand même. On n'est pas si loin que ça. On est un animal, par le coup. Oui, pour le coup. En tout cas, je suis biologiste de l'évolution, je suis primatologue, l'humain, c'est un primate. C'est dans la branche des grands singes. Oui, c'est ça. Tous les arbres phylogénétiques des espèces. Donc, du coup, de ce fait, voilà. Oui, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des informations là-dessus. Souvent, c'est peu connu. Il y a souvent, là où je désespère souvent, c'est qu'il y a on entend, par exemple, sur le mâle alpha, et alors comme si on connaissait le fonctionnement sans s'intéresser justement à quoi ça correspond. À quoi ça correspond vraiment, sans avoir étudié la question. Voilà. C'est dommage. Voilà, merci beaucoup, puis alors, avec plaisir. Prochaine fois.